Oui, bonjour. Damien de l'agence Info Libre. Alors j'ai une question pour Denis Père. Vous avez plus ou moins les mêmes diagnostics qu'un certain nombre de partis qui se présentent également aux élections européennes et dont on n'entend pas trop parler. Par contre, vous avez une solution radicalement différente qui est celle de construire l'Europe encore davantage, d'aller plus loin dans la construction européenne. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a le deuxième économiste de la Banque Centrale Européenne en charge de la politique monétaire qui a claqué la porte de la BCE récemment, il y a quelques semaines, pour rejoindre un parti qui s'appelle l'Union Populaire Républicaine, qui lui a une solution diamétralement opposée, qui est de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Est-ce que vous seriez d'accord pour débattre avec François Asselineau, son président, pour qu'on puisse comparer un petit peu les deux solutions? Vous l'avez entendu, nous on est convaincus que l'Union fait la paix. Pendant 70 ans, on a vécu en paix avec nos voisins. L'Europe, elle est imparfaite, ces imperfections, elles ont été largement décrites par Véronique, par Henri et par moi-même. Mais ne serait-ce qu'au nom de la paix, sans même parler de reste, je pense qu'il faut absolument se battre aujourd'hui pour faire fonctionner l'Europe. Si l'Europe ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'on cherche à faire l'Europe, c'est parce qu'on l'a fait qu'à moitié. On n'est pas, nous, pour plus d'Europe au passage. Tous étaient très précis là-dessus. On est juste pour que les politiques qu'on a décidé de mutualiser soient mises en pratique de façon efficace et pragmatique. On a cité quelques-unes de ces politiques. Moi, j'ai parlé de Frontex, Henri a parlé de l'euro. On sait très bien, depuis la création de l'euro en 1999, tous les experts en matière de monnaie unique nous ont dit qu'une monnaie unique suppose deux ingrédients que nous n'avons pas aujourd'hui. Et ça fait 11 ans, 12 ans, plus que ça maintenant même qu'elle est lancée. Nous n'avons pas aujourd'hui un des mécanismes de stabilisation, comme il en existe par exemple aux États-Unis. On sait très bien aujourd'hui que des États comme l'Alabama ne fonctionnent que grâce au budget fédéral américain et arrivent à avoir des stabilisateurs sociaux en particulier qui permettent de compenser des taux de chômage qui seraient beaucoup plus élevés s'il n'y avait pas ces stabilisateurs. Or, ça n'est absolument pas le cas en Europe aujourd'hui. Henri en a très bien parlé. 50% de taux de chômage en Grèce, 50% de taux de chômage en Espagne. Ça n'est pas normal. Il doit y avoir des mécanismes de stabilisation, un véritable budget qui permet d'éviter ces situations d'instabilité et de souffrance. Deuxième mécanisme qui manque, et qui aurait dû être mis en place dès le départ, c'est la convergence fiscale et sociale. On ne peut pas avoir, on y en a très bien parlé, de tels écarts au niveau européen. Et cette convergence, elle se fera au bénéfice des Français. Parce qu'on ne va évidemment pas converger vers le taux d'imposition le plus élevé d'Europe, on va converger vers un taux moyen qui est très très nettement en dessous de notre taux. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que l'Europe, si elle ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'on cherche à faire l'Europe, c'est parce qu'on l'a fait qu'à moitié. Encore une fois, on n'est pas pour mutualiser beaucoup plus de politiques, on est juste pour dire, pour faire en sorte que sur les politiques qu'on a décidé de mutualiser, on le fasse bien, on le fasse complètement, et pas en étant au milieu du gué, parce que nos dirigeants politiques, français en particulier, ont une énorme responsabilité dans cette situation. Ils n'ont pas porté cette vision, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la vision, ils n'ont pas fait en sorte que ces politiques soient mises en œuvre de façon complète, avec une construction qui corresponde à l'ensemble des besoins, en particulier sur l'euro, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres de ces politiques. Donc on n'est absolument pas effectivement sur cette trajectoire-là, et encore une fois, on se battra pour préserver l'Europe uniquement déjà, parce que l'Union, elle fait la paix. Au niveau du débat, est-ce que vous accepteriez un débat avec... Sur le débat, j'ai un agenda qui est extrêmement chargé dans les semaines à venir, donc j'ai peur que ce soit très compliqué avant les élections européennes, mais à l'occasion, je rencontrerai volontiers votre ami et j'essaierai de le convaincre qu'il fait fausse route. Non, je pense que enfin, ce qu'a dit... les deux points de vue ne sont pas incompatibles. En fait, l'Europe, nous sommes au milieu du gué. Quand on est au milieu du gué avec le monde, il y a que deux solutions. Soit on vient sur la rive précédente, qu'on a quittée, et c'est un peu ce que propose la personne que vous citez, c'est un peu ce que propose aussi le Front National. On vient en arrière, soit on avance et on va sur l'autre rive, mais on ne peut pas rester au milieu. Donc les deux points de vue ne sont pas incompatibles, simplement il faut choisir entre ces deux points de vue. Nous, notre point de vue, c'est qu'il faut avancer vers l'autre rive, effectivement, et terminer ce qui a été commencé.
évaluer vraiment l'impact financier et l'impact sur l'économie française si on sort de l'Europe. Moi, je serais curieuse de savoir combien ça va coûter. Jacques Sapir a fait une étude à ce sujet. Enfin bon, il est un peu seul, il faudrait qu'il y ait d'autres études, parce que sortir de l'Europe, ça veut dire refaire des francs, ça veut dire tout rechanger, rédiger à nouveau toutes les normes qui ont été appliquées au niveau européen. C'est forcément un impact aussi sur la dette, c'est un impact sur les taux d'emprunt, et ça, Denis et Henri en parlent mieux que moi, mais c'est une évidence biblique qu'aujourd'hui, sortir de l'Europe, même si elle est imparfaite, en effet, on a été trop vite sur certains sujets, on n'a pas su faire l'harmonie fiscale, etc., mais il faut la faire. Mais revenir en arrière, c'est une erreur. Quand vous revenez en arrière dans la vie, c'est jamais très bon. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller de l'avant. C'est une philosophie, mais je pense que ça marche mieux. Véronique a tout à fait raison. Il faut juste comprendre que si on n'avait plus l'euro, on ne pourrait plus emprunter les 700 millions d'euros qu'on doit emprunter tous les jours. Tous les jours, on emprunte 700 millions d'euros pour boucler la paye des fonctionnaires, pour financer les transferts sociaux. Si on n'avait plus l'euro, au lieu d'emprunter avec des taux allemands à 2%, on emprunterait avec des taux grecs à 10, 12, 15%. Et ça, c'est juste insoutenable. C'est insoutenable. Et donc, ça oblige simplement à faire une chose, tout de suite, immédiatement, licencier 5 à 600 000 fonctionnaires dans les 3 mois. Ce n'est pas le scénario idéal auquel on rêve, nous, pour la France. Donc, rien que la sortie de l'euro, c'est immédiatement se remettre sur les marchés financiers sans la caution des partenaires européens et sans la caution de l'Allemagne, et c'est l'obligation immédiatement de s'endetter à des taux faramineux. Et ça, aucun des économistes dont vous parlez, en particulier Jacques Sapir, n'en parle. Évidemment pas Marine Le Pen non plus. Ce ne sont pas les compétences pour en parler. Elle va vous inventer tout un discours très rodé sur le fait que tout ça se passera très bien et qu'il n'y a qu'à le faire et ça réussira. Sauf que d'un point de vue parfaitement concret et pratique, il faut tous les jours emprunter 700 millions d'euros. Et le jour où vous n'avez plus accès au taux que nous garantit l'euro aujourd'hui à 2%, c'est une catastrophe immédiate. C'est pas l'avis de la banque Natixis et de Mario Draghi qui a dit que le risque de change était pris en compte dans le taux d'intérêt. Bien sûr.